On va parler musique. L'aide de l'État aux musiques savantes, c'est-à-dire classiques, baroques, contemporaines, représente plus de 70% des aides, euh, des aides d'État. Le budget de la Philharmonie de Paris représente plus de 82 millions d'euros. Et sur ces 82 millions d'euros, la ville de Paris subventionne à hauteur de 6 millions, quand l'État subventionne à hauteur de 42 millions. Pour comparaison, le budget total alloué à l'ensemble de toutes les SMAC, alors ce qu'on appelle SMAC, c'est scènes de musique actuelle, sur toute la France, dom-tom compris, s'élève à 13 millions d'euros. Voilà. Donc on va parler de ça, et puis dans ce même chapitre, on va également parler de l'égalité homme-femme, de la place des femmes. Alors avant de poser les questions, je cite les chiffres. Sur la place des femmes dans la musique, 55% de filles et de femmes dans les écoles de musique contrôlées par l'État, mais seulement 25% de femmes interprètes professionnelles sur les scènes de festivals et de salles de musique actuelles, et 10% de femmes à la tête justement de ces fameuses SMAC, scènes de musique actuelle. Alors, mais les quatre questions, c'est pas mais, c'est les quatre questions. Faut-il rééquilibrer en termes d'esthétique, donc musique savante, musique populaire, c'est peut-être pas le bon terme, enfin j'ai trouvé celui-là. Donc faut-il rééquilibrer en termes d'esthétique la politique musicale de l'État? Si oui, dans quelle mesure et comment? Deuxième question, le Centre national de la musique est-il un bon outil de politique publique? Troisième question, faut-il instituer un prix unique du disque comme avait été institué le prix unique du livre? Et enfin, la dernière question, comment garantir l'égalité homme-femme sur les scènes et dans les lieux de pouvoir et d'administration de la musique? Faut-il par exemple conditionner les aides et subventions publiques à l'égalité salariale entre hommes et femmes? Eh bien, on peut commencer par Benoît, par exemple. Est-ce que je ne sais plus dans l'ordre que j'ai fait, donc je crois que bon, peu importe. Alors, Benoît. Ok, merci. Bon, alors, toujours l'éternelle et délicat question des redéploiements entre ceux qui ne sont pas suffisamment subventionnés et d'autres qui sont grassement subventionnés, qui est aussi le résultat de l'histoire des politiques culturelles dont on hérite. Les musiques savantes, dites savantes, classiques, lyriques, contemporaines, ont évidemment leur place dans la diversité des expressions artistiques qu'on défend. Euh, elles, elles doivent être soutenues comme les autres. Et puis une fois qu'on a dit comme les autres, et ben là on voit qu'il y a un petit problème, puisque comme tu l'as dit, les budgets sont totalement déséquilibrés. Après, derrière, il y a aussi des équipements, des salles, des équipes qui sont en place, qui fonctionnent en général plutôt bien. Moi, j'ai pas constaté, en tout cas, en ce qui concerne le territoire rennais et breton, de dysfonctionnement dans ces équipements. C'est des services publics plutôt opérationnels et qui, par contre, peuvent évoluer pour se mettre au service d'une plus grande diversité d'expressions musicales. Et c'est peut-être là aussi, c'est peut-être là qu'on a un levier plutôt intéressant pour favoriser les musiques populaires ou traditionnelles en, en faisant évoluer les cahiers des charges de ces structures institutionnelles. Un opéra, bon, je vais prendre un exemple que je connais bien, évidemment, c'est l'Opéra de Rennes, qui n'accueille pas que du lyrique. L'Opéra de Rennes accueille aussi, il a accueilli 2 soirs à Magma l'année dernière, il accueille de la danse hip-hop et de la musique bretonne à l'occasion, et c'est bien ce qu'on lui demande. On lui demande d'être à l'image d'une diversité des musiques qui existent à Rennes et en Bretagne. Du coup, voilà, il y a un budget effectivement conséquent pour l'art lyrique, mais l'art lyrique est un art qui coûte très cher et on sait pourquoi. Mais par contre, l'Opéra de Rennes n'est pas réservé à l'art lyrique et accueille, en mettant des budgets, d'autres formes musicales. Ceci dit, voilà, on a évidemment
quelque chose à jouer sur un redéploiement qui, pour nous écologistes, favorisera de toute façon principalement ces musiques dites populaires qui sont historiquement très, très mal soutenues. Ceci dit, on a commencé à le faire hein, dans certains, enfin, je pense au pont supérieur, là, justement, on en parlait avec Morgane. Le pont supérieur accueille un département musique traditionnelle comme musique actuelle, et c'est des formations très aussi excellentes que pour les musiciens classiques. Et voilà, il y a eu déjà une évolution dans ces lieux d'enseignement supérieur en faveur des musiques populaires et traditionnelles. Faut-il un prix unique du disque comme le prix du livre le prix du livre est, je crois, arrivé au bon moment pour vraiment aider les filières indépendantes du disque, du livre, pardon. Et ça a été très très efficace et durable. Si on avait pu faire ça à l'époque pour le disque, ça aurait été également très très bénéfique pour les filières du disque. Ça sera utile encore aujourd'hui, mais ça sera moins efficace. Je pense que le disque n'a plus la même place qu'il l'avait il y a 20 ans. Bon, si ça continuera, si ça permettra de soutenir les producteurs et les filières indépendantes, ça sera déjà bon. En tout cas, c'est pas pour nous une priorité absolue de mettre en place le prix unique du disque, même si ça peut être utile. Le Centre national de la musique, c'était une bonne idée sur le papier de regrouper ces différents organismes qui soutiennent les filières de la musique. C'était vraiment pertinent de les mettre autour de la table pour penser ensemble le soutien et répondre aux problématiques que rencontrent les différents éléments de ces filières. Je crois que bon, il y a eu des ratés et des problèmes de gouvernance. Il faut laisser le temps au Centre national de musique de progresser et de dépasser ses erreurs. En même temps, il faut bien être vigilant sur la place qu'occupent les indépendants dans ce centre national. On peut craindre, et on l'a vu à plusieurs reprises, que voilà, les grosses structures privées défendent avant tout leur intérêt et au détriment des plus petits. Alors, sur l'égalité femmes-hommes, j'espère qu'il me reste assez de temps parce que c'est vraiment Oui, le oui. sujet qui me tient oui, le plus à cœur. Bon, on le sait, et HF Bretagne, enfin pour la Bretagne et HF en France, nous fait remonter régulièrement sur ces comptages de la place des femmes dans la culture, et c'est assez scandaleux, c'est toujours aussi scandaleux. Ça, malheureusement, malgré la prise de conscience de l'ensemble du secteur, les choses évoluent très peu, très très peu. C'est assez dingue, et notamment dans le domaine musical. On réfléchit effectivement chez les écologistes à des outils beaucoup plus coercitifs, que sont les conditionnalités des aides. Je pense que c'est vraiment un outil qu'il va falloir développer pour faire avancer tout le monde. Enfin, l'enjeu, c'est bien que tout le monde avance en même temps dans une notion de progrès par rapport à ça. Et si on voit bien que quand il s'agit de programmation, voilà, les programmateurs ont effectivement moins de choix chez les artistes féminins, surtout en musique et en musique actuelle, que chez les artistes hommes. Et s'il n'y a pas une incitation forte à favoriser, puisqu'il s'agit de favoriser les artistes femmes, l'égalité n'arrivera jamais. Donc oui, je pense
il faut favoriser, il faut encourager, il faut donc conditionner les aides pour encourager, enfin, pour pousser les programmateurs à programmer plus d'artistes femmes, pour aussi favoriser la place des femmes dans les équipes techniques où elles sont très peu nombreuses. Je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire sur les conditions de travail pour les femmes, qui prenant en compte certaines spécificités, notamment pour les congés maternité, et pour simplifier certaines tâches pour qu'elles leur soient plus accessibles. C'est vraiment quelque chose à faire évoluer. Le modèle du travail masculin n'est pas un modèle, c'est juste quelque chose qui a été adapté aux hommes. Et puis il faut aussi, on s'efforce de le faire quand on est aux responsabilités, favoriser les nominations des femmes à tous les postes de responsabilité. Et ça, là aussi, il y a, ça nécessite une détermination de nous élus, enfin, responsables en tout cas des jurys de recrutement, que de recruter des femmes dès qu'on peut sur des postes de responsabilité, parce que c'est effectivement quand elles sont là que les conditions sont plutôt favorables, évidemment, à donner plus de place aux femmes. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Émeric. Merci. Bon, la question de l'égalité femmes-hommes est une question centrale. Elle fait partie de nos 5 axes de proposition. Ça commence dès l'école avec des propositions non sexistes, non genrées et l'aide à une école non genrée, parce que ce n'est toujours pas tout à fait le cas. Ça se prolonge avec toute une série de dispositions. Le droit à l'IVG dans la Constitution avec les moyens associés. On se propose de rattraper les inégalités salariales en 6 mois. Donc vous voyez l'énergie qu'il faudra y mettre, avec là aussi des mesures coercitives, mais encore que les inégalités salariales se mesurent et que donc elles peuvent être supprimées rapidement. Il y a la question d'imposer les shortlists paritaires sur tous les recrutements, en fait, parce que ça change la sensibilité et le regard, que l'on soit homme ou femme, dans les programmations, certainement. Donc c'est une bataille de longue haleine et qu'on prend à bras le corps. Sur la question des outils, le prix unique du disque, je pense que la priorité est à une nouvelle norme sur les plateformes et les écoutes en ligne, que c'est ici que se joue une partie substantielle de l'économie et que pour l'instant c'est assez dramatique. Donc je pense que l'effort est apporté ici, notamment il y a la question du prix et de la rémunération, il y a la question aussi de la visibilité des esthétiques, parce que qui fait médiation sur YouTube Music, par exemple, ou d'autres plateformes. Donc c'est une des priorités premières. Enfin, sur le reste, je rejoins Benoît, le disque n'a plus la même place, il n'a plus la même place dans l'économie et la rémunération des artistes. Il faut le prendre en compte. Donc je vais m'en sortir avec un pourquoi pas. Qui m'arrange bien, mais je pense vraiment que la priorité est sur les plateformes. Sur qu'est-ce qu'on avait, les outils de gouvernance, je pense qu'il faut évaluer l'outil CNM, là encore, avec la même prérogative dont on a déjà parlé. C'est-à-dire que ce soit des structures plus paritaires, prenant mieux en compte l'avis des organisations professionnelles, syndicales, de direction, d'esthétique, etc. Le risque, c'est toujours les États dans l'État et le poids de ces grandes structures, même si côté CNM, on a besoin peut-être de faire grossir un peu le poids et ne pas oublier dans la régulation du secteur l'ensemble des parties prenantes, la SACEM,
ces organismes qui ont un rôle particulièrement important. Enfin, j'essaye d'être très court, plus d'anecdotes sur Garibaldi et le CNR, pour laisser la place aux questions, peut-être, parce que vous avez envie de parler, j'imagine, vous aussi. Moi, je suis toujours très mal à l'aise sur les oppositions, en fait, quelles qu'elles soient. Parce que quand on commence à opposer, on arrive toujours aux mêmes conclusions. Mais oui, mais attends, parce que là, il y a l'urgence sociale, donc la culture. Il me semblait que tu faisais partie du parti de la lutte des classes, quand même. Oui, mais dans la lutte des classes, il y a quand même... D'accord. Je ne suis pas très sûr qu'on puisse parler de lutte des classes. Non, mais parce que tu as dit que tu n'étais pas à l'aise avec les oppositions. Donc... Alors, les oppositions entre esthétique et entre masse de financement des esthétiques, c'était cette question que je voulais répondre. Sur le reste, oui, je m'oppose assez volontiers, autant que de raison. Donc, les hiérarchies entre esthétiques, c'est ça. Moi, ça me pose problème, parce que prenons un grand événement du coin comme la Folle Journée, il y a des tas de gens qui trouvent ça trop cher. Et ce que j'aime dans la Folle Journée, c'est justement de mettre le classique sur des formats courts à des tarifs accessibles et d'en faire un peu un espèce de gros festival rock, mais alors qu'on parle du classique. Et ça coûte cher. Et il y a des esthétiques qui coûtent plus cher que d'autres. D'autres vous diront, mais le spectacle vivant, ça coûte trop cher. Il vaut mieux mettre 2-3 installations ici ou là. L'opéra coûte cher. On n'a qu'à faire des opéras à 12 vitesses ou le voir à la télé. Enfin bon. Donc, je ne suis pas à l'aise avec ces oppositions. Ce qui est sûr, ces oppositions-là, donc, vous m'aurez compris. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai envie de faire grandir le gâteau général plutôt que de se dire on va prendre dans la poche de là, parce que pensons aux compétences, pensons aux travailleurs de la musique, pensons aux années de conservatoire, à l'excellence qui est acquise dans un certain nombre d'orchestres. Et donc la recherche, c'est de trouver les économies propres à chaque esthétique et à faire grandir la part des musiques actuelles, et dans la part des musiques actuelles, l'esthétique que vous représentez, dont nous débattons ici. Enfin, l'État a de quoi se questionner sur la répartition des moyens, comme dans le plan de relance, je crois qu'il y a 80 millions pour l'Opéra de Paris. Ça pose quand même un certain nombre de questions sur les répartitions territoriales et sur finalement l'État qui ne finance plus que ses institutions. Et là, on a encore de la marge à trouver. Voilà, je peux être plus long parce que je crois que j'ai déjà été. Alors, Martin. Oui, bon, sur cette question de la répartition des moyens selon les esthétiques et les registres, en effet, encore une fois, c'est pas aux politiques de choisir entre des goûts particuliers, mais surtout, il y a plusieurs éléments. Déjà, on croit bien trop souvent que les musiques dites classiques ne sont pas populaires, ce qui est sociologiquement pas forcément vrai. Il y a des enquêtes récemment faites par les forces musicales qui travaillent avec des sociologues qui ne sont en plus pas spécifiquement aficionados, enfin c'était pour l'anecdote, pas forcément aficionados de l'art lyrique ou ce genre de choses, qui montraient vraiment la véritable diversité qu'il y avait dans les publics des musiques dites classiques, dites savantes, qui deviennent du coup des musiques aussi populaires, vu que ce terme populaire est très, très manié, souvent pour faire des antagonismes, alors qu'en réalité, beaucoup de choses, plusieurs registres confondus sont populaires, et même aussi les danses et musiques dites traditionnelles sont aussi des danses et musiques populaires. Mais surtout, voilà, le fond de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Le cœur du problème qu'on a actuellement, c'est qu'on est dans une austérité qui est structurelle et qui nous pousse à faire des choix qui ne peuvent être que des mauvais choix quand on se résout à devoir voilà, soit dire soit encore une fois là, déshabiller Pierre pour habiller Paul. La nécessité qui se trouve ici, c'est une redotation générale, et au sein de cette redotation générale, porter une attention toute particulière sur l'ensemble des registres et des pratiques, comme j'ai pu le dire, qui n'ont pas reçu cette attention nécessaire auparavant. Concernant l'art lyrique, en effet, au-delà des structures en région parisienne, de mémoire, et je dis peut-être une bêtise, et si c'est le cas, j'en suis infiniment désolé, mais je crois que c'est 10 millions qui est consacré comme d'argent venant de l'État au reste des structures d'art lyrique hors parisienne, et ces 10 millions, ils sont gelés depuis 10 ou 15 ans. Or, avec l'ancienneté et l'inflation, au final, c'est une baisse de moyens qui entraîne des véritables problématiques structurelles. Donc,
le choix, encore une fois, voilà, ce n'est pas de se battre pour qui aura le peu de moyens, mais faire en sorte que tout le monde puisse avoir des moyens et se redoter, réinstituer un service public des arts et de la culture qui puisse avoir cette visibilité-là et encore une fois avoir la volonté politique de l'avoir. Sur la question du prix, le prix unique du livre, il a été institué pour rééquilibrer le rapport entre les librairies indépendantes et les grandes surfaces. Parce que la librairie indépendante et les lieux physiques, qui sont aussi un aspect très important pour l'Union populaire, ces lieux physiques, qu'ils soient librairies, cinéma, boutiques de jeux vidéo ou autres, sont très précieux dans le sens où ils développent un lien humain et un conseil, une découverte d'autres choses qu'on a bien entendu beaucoup moins chez Leclerc, qui en plus est à 20 km de chez soi, donc ce qui fait aller... pour prendre la voiture pour y aller, etc. Et ce rééquilibrage du prix unique du livre, il a été très précieux sur ces aspects-là. Et aujourd'hui, on pense, nous plus précisément, que la question d'une action sur les prix dans les propositions culturelles privées, donc notamment issues de l'industrie, est nécessaire, oui, pour les encadrer, pour permettre de développer, de décliner dans le champ des arts et de la culture le pari que nous faisons à la France Insoumise et à l'Union populaire, qui est le pari de la consommation populaire. C'est-à-dire que ce soit pour la musique ou pour le cinéma, des sorties en famille peuvent revenir très vite aux alentours de la centaine d'euros, si ce n'est beaucoup plus pour les concerts, qui sont aujourd'hui maintenant la manne principale de l'industrie musicale, et qui sont totalement inaccessibles, et qu'on retrouve un clivage de classe dans l'accessibilité aux propositions issues de l'industrie culturelle. Donc il est clair que pour nous, il faut encadrer ces prix pour permettre, encore une fois, de relancer la consommation populaire sur cet aspect-là. Et qui n'aura que, et c'est qui me permettra d'aller du côté du CNM, qui doit prendre place dans une logique de redistributive vertueuse d'un protectionnisme solidaire comme celui qui était sur la base du CNC, en effet, dans des dynamiques issues du Conseil national de la résistance, qui est d'avoir des petites taxes de l'ordre qui paraissent infimes à la fois sur le ticket de cinéma, mais également sur l'ensemble du coup de ce que nous voulons porter dans la musique. Ça existe déjà, mais ça peut être amélioré pour que, peu importe ce qui est acheté, ça puisse contribuer au pot commun qui, lui, va appuyer la création et la diversité dans la création, et pas uniquement le fonctionnement de ce qui marche, qui entraîne quelque chose d'autre qui va marcher. Et ça touche également la question des plateformes en ligne, pour laquelle nous allons nous battre. Et c'est un combat qui est compliqué, on le sait, pour la transparence de leurs algorithmes, et puis surtout pour développer une sorte de loi tout bon, comme il y a eu pour la francophonie, dans le champ des plateformes, pour aussi contraindre à une certaine mise en avant de la diversité de création, et pas uniquement montrer le plus qui marche le mieux, et du coup invisibiliser tout le reste. Et c'est quelque chose il y a également tout un champ de travail à mettre en place sur la reconnaissance du travail dans ces organismes-là, et également sur d'autres plateformes dont on parle très peu souvent, mais qui sont sur aussi la consommation de bandes dessinées en ligne, tout ce qui est Webtoon et compagnie, qui sont encore peu prises en considération, mais qui, pareil, posent des questions de droit du travail sérieuses. Concernant le Centre national de la musique, je vois que le temps défile très vite, est un outil qui est très récent, donc il a été plutôt réactif dans la crise sanitaire. Néanmoins, l'état actuel des choses, c'est que l'État, qui a pourtant la moitié des places des sièges au conseil d'administration, est encore beaucoup trop absent dans les prises de décision, et ne faut pas aller dans le sens d'une agenciarisation des décisions de politique culturelle, où ce sont des corporations, donc principalement aussi les organes les plus forts de ces corporations dans l'industrie et le patronat, qui décident des politiques culturelles. Très loin de là, l'État doit reprendre tout à fait sa place. Par contre, c'est un outil qui, s'il peut servir à faire cette redistribution, qui est très pratique, et pour cela, ça demande de changer les barèmes et critères d'attribution des aides automatiques là-dedans. Je vais très vite, même si ça demande bien plus de temps, sur la question de l'égalité femmes-hommes dans ces domaines-là, bien que ça dépasse bien plus que le domaine des arts et de la culture. Et sur ce, on a un plan pour lutter contre les féminicides et le livret égalité femmes-hommes qui sont sortis mardi, que je vous invite à consulter sur Internet. Mais pour aller très très vite, et quitte à ce que je ne réponde pas aux questions d'après, parce que
Ça demande, oui, une lutte active et structurelle contre toutes les formes de discrimination et de violence dans les arts et la culture qui concernent les femmes et les hommes, mais également des discriminations et des violences de classe et d'origine supposée, qui est que ça passe à la fois par ce qui a pu être dit dans l'égalité des moyens attribués en plus des nominations, mais c'est un grand et vaste champ qui nécessite à la fois la volonté politique, le travail constant avec les associations de visibilisation et de formation sur ces sujets-là dans tous les cadres professionnels, et également, si nécessaire, des moyens coercitifs sur la question de la programmation. Mais par contre, je crois réellement que des artistes dans la musique ou ailleurs, des artistes femmes, il y en a beaucoup, sauf qu'elles sont totalement hors du champ des considérations et qu'il suffit que de simplement les programmer, leur donner du boulot. Et pour terminer, ça se passe aussi dès le champ de la formation artistique. On a malheureusement, tout champ artistique confondu, encore des réflexes sexistes qui existent dès la formation, notamment dans le champ des arts plastiques, mais pas que, très loin de là, et contre lesquels il faut combattre structurellement. Et ça demande donc de suivre aussi les collectifs et de les écouter là-dessus et d'agir en conséquence également. Merci. Donc on va passer la parole à la salle. Alors. Bonjour. Tout à l'heure. De quoi ? Vas-y. Donc, Johan Potier, je suis technicien du spectacle et également musicien. Je suis tombé sur un chiffre. Je le retrouve, je l'ai écrit quelque part. Un artiste doit être streamé plus de 288 millions de fois pour obtenir le revenu moyen d'un salarié de Spotify. C'est Artists for an Ethical and Sustainable Internet. C'est un article qui est sorti en fait, par un collectif d'artistes en fait, qui essaye de faire revaloir des droits pour les artistes aux États-Unis. Et donc, ma question, en fait, c'est sur les... J'aimerais bien en fait, avoir votre position sur les droits d'auteur. C'est un sujet un peu tabou, et notamment aussi les droits voisins. Comment... ce que vous en pensez, en fait, chacun dans vos partis respectifs. Benoît, c'est une question large. Oui, puis vraiment pas simple. C'est technique parce que les choses évoluent tellement vite. Les modes de diffusion des œuvres évoluent tellement vite qu'on est toujours à courir après une bonne adaptation des droits. Je pense qu'il y a eu des avancées, notamment sur les droits voisins, donc sur les droits des artistes interprètes qui donnent leur interprétation en contrepartie qui donnait en contrepartie d'un salaire leur interprétation et ne touchait plus rien après. Les droits voisins ont vraiment permis d'améliorer les choses et on voit maintenant dans toutes les diffusions effectivement sur Internet qu'il y a une absence totale. Enfin, il y a plein de droits qui se perdent je pense pas qu'on puisse avoir une doctrine très très poussée et très affirmative sans associer les syndicats et les organisations qui représentent les auteurs et compositeurs et les interprètes. C'est vraiment à elles de revendiquer. Par contre, l'État doit favoriser ou organiser, si c'est pas le cas, la négociation. Enfin, en tout cas, œuvrer à faciliter ces négociations entre les plateformes et les organismes représentatifs des ayants droit, pour que sans arrêt, on ajuste au mieux la juste rémunération des auteurs et des interprètes. Voilà, je peux pas, j'ai pas d'avis. Je crois pas qu'à ELV on ait un avis si prononcé que ça et si clair sur quels sont les endroits où on doit faire des progrès. Ce qui est sûr, c'est que
les conditions de la négociation sont très dures avec ces plateformes et que c'est aussi aux États de favoriser cette juste négociation et rémunération. Aymeric. La question du droit d'auteur, elle est très large. Elle renvoie à un nouveau statut protecteur pour les artistes-auteurs en général. Est-ce que c'est proche plutôt des annexes 8 et 10 ? Est-ce que c'est le socle, c'est le droit d'auteur ? C'est une grande question dans la diversité. Moi, je suis assez modeste pour ne pas avoir la réponse, et Fabien Roussel non plus. Donc il faut, par contre, ce qui vient d'être dit, d'abord on va voir les GAFA, mais on les sert parce que le droit d'auteur, c'est plein de choses. Allez, faites une recherche sur Internet. Regardez si vous tombez une fois sur un article de l'Humanité. C'est pas le cas. Figaro, Le Monde, machin, vous allez tomber sur plein de trucs. Donc ça génère en principe des droits d'auteur. Et donc il y a des prescripteurs derrière. Donc il va falloir qu'on s'entende à un moment donné sur ça. Et que la première démarche, c'est sûrement celle-là, de conditionner, de créer. Après, encore une fois, à la faveur de certaines crises, on s'aperçoit qu'on peut faire plein de choses, comme ces codes bancaires SWIFT là. Donc on peut interdire toutes les transactions vers les paradis fiscaux demain matin. On peut le faire, puisqu'on vient de le faire. Donc il y a des choses qui sont possibles. Donc on va se battre pour y arriver, mais en tout cas, je pense que dans les états généraux de la culture qu'on appelle de nos voeux, et la bataille, la lutte pour un statut protecteur sur lequel j'emploie ce terme flou volontairement, sur les artistes-auteurs, il y a beaucoup de choses à faire autour de la table. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai participé à plusieurs réunions sur les artistes plasticiens. Il y a une jungle de rémunération, mais je pense que c'est la grande question culturelle de notre temps, parce que la réalité, mais vous le savez, c'est que la précarité frappe très dur et très, 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 très fort. Et plus encore chez les auteurs, et quand il s'agit d'autrices, les chiffres explosent. Tous les chiffres sont en ligne, les états généraux de la BD, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, sur les auteurs. Et encore, dans la littérature, il y a des codes. Il y a le prix unique du livre, et puis il y a des codes pour avoir le droit d'auteur. Chez les artistes plasticiens, il n'y en a pas du tout. Donc je pense que c'est la grande conquête sociale de demain, et que c'est la priorité à l'agenda, la question des auteurs et des autrices. Martin. Le constat que vous faites matériellement, comment dire, plutôt le constat que, la question que vous posez appelle au constat qu'on fait matériel de notre côté, qui est qu'actuellement, le système de rémunération des droits d'auteur, qui est donc un système de rémunération par rente, ne suffit plus. A-t-il déjà suffi? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ce système, encore une fois, qui vise du côté du travailleur à produire une richesse sur laquelle il va ensuite percevoir une rente, et non pas à reconnaître le travail en tant que tel, et donc le temps de travail, et donc les droits sociaux qui vont avec, il ne fonctionne pas. Et on voit encore actuellement que le rapport de force est bien trop axé du côté des géants de la diffusion, bon, dans le cas notamment des plateformes, mais pas que, et non pas du côté des travailleurs. Donc dans l'état actuel des choses, d'un côté, comme on l'a dit, convoquer ces élections professionnelles, ouvrir des négociations, créer le statut qui convient, le régime social qui convient et qui prend en compte la diversité et la complexité du travail de l'art et des différentes formes de registres et d'économie qui sont comprises là-dedans, d'un côté ça. De l'autre côté, comme ça a pu être dit, se battre fermement avec ces plateformes et ces géants, pour que ce ne soit plus eux qui mènent la danse, premièrement, et 2, pour rendre publics ces algorithmes de fonctionnement qui font la pluie et le beau temps, qui sont des secrets industriels qui dessinent toute une économie et qui sont juste connus par... je ne sais même pas si un seul être humain connaît l'ensemble de la chaîne de fonctionnement d'un algorithme comme celui de Spotify. C'est tellement il y a de champs de complexité là-dedans. Donc se battre pour leur publication, qui permettra
également d'identifier les chaînes de visibilité, les écoutes, les audiences réelles, les chaînes d'invisibilisation et d'agir aussi pour l'égalité dans la monstration et la proposition et également permettre du côté de l'usagère et l'usager d'avoir aussi une main sur ce qui lui est proposé également et non pas uniquement de se faire qu'au bon vouloir de ce qui marche et de ce que la plateforme veut mettre en avant. Néanmoins, il y a également... oui, nous on est quand même aussi fermement attachés à la question de la licence globale aussi, hein, dans la question des droits sur Internet, c'est-à-dire qu'il s'agit de sécuriser d'un côté les producteurs d'œuvres en leur assurant un revenu sur lequel ils peuvent se projeter, et d'un autre de faciliter l'accès pour le plus grand, pour l'ensemble, pour toutes et tous, de ces œuvres-là en ligne. C'est d'une complexité, d'une technicité sans nom, c'est clair. Ça a entraîné des longs longs travaux avec nos camarades qui travaillent sur les questions numériques. Mais l'objectif que nous avons, in fine, voilà, il est double. D'un côté, reconnaître le travail de l'art et faire en sorte de trouver, peu importe ce dont on est les héritiers, même si le système de droit d'auteur a été précieux, une avancée historique dans le travail de l'art, il s'agit maintenant aussi d'avoir d'autres avancées historiques et de ne pas uniquement se reposer sur l'héritage qu'on a. Donc je disais, voilà, reconnaître ce travail de l'art et faire en sorte que les travailleurs de l'art puissent vivre décemment, d'un côté, et de l'autre, favoriser le plus large accès et le plus vaste accès, et surtout, troisième pan, remettre le physique, la rencontre, l'humain au cœur quand même des rapports aux arts et à la culture, que tout ne doit pas se passer sur un écran ou sur un smartphone. Et ça me permet, et je terminerai là-dessus, de mettre en avant une autre proposition qu'on a, que je voulais aborder dans la question de la diversité, qui est également, par exemple, de revaloriser, de revaloriser le fonds créé pour le soutien au festival, notamment au festival de musique. L'événementiel aussi est source de curiosité. Et on pense que des festivals comme Europhonique et bien d'autres doivent pouvoir aussi avoir plus de visibilité sur la longue et pouvoir se démultiplier partout en France et ne pas uniquement être la proie des plus grandes majors de l'événementiel qui commencent à racheter petit à petit les plus gros festivals de musique. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Autre question? Alors, juste, Eric, comme tu en as déjà posé une, on va laisser Laurent en poser une là-haut. Oui, bonjour, Laurent Moulet-Douce. Moi, je travaille avec un groupe qui s'appelle Artus en Gascogne, en Béarn. On a une compagnie artistique, un label discographique, un lieu de résidence. Je voulais savoir si vous connaissez la plateforme Bandcamp, parce là, vous parlez beaucoup de numérique. Mais en fait, les labels indés, les artistes indés, c'est le disque physique, je suis désolé, qui nous rapporte des sous. Là, vous adoptez le discours des majors en parlant de présence sur ces plateformes numériques. Pour nous, ce n'est pas du tout un enjeu, mais pas du tout. On y va parce que notre distributeur physique nous y place via Believe. Mais il y a une plateforme qui s'appelle Bandcamp qui permet d'avoir un compte direct entre le producteur, le petit label indé, voire même l'artiste, et vendre en direct, soit faire écouter librement, gratuitement, soit faire écouter un certain nombre de fois gratuitement, puis ensuite il faut payer, en streaming, en téléchargement, en physique. Voilà. Donc c'est une super plateforme qui vient d'être achetée par Epic Games, qui est contrôlée en partie par la Chine. Donc déjà, ça va nous poser un problème moral puisque en fait, nos données de clients vont être aspirées par une entreprise chinoise, un conglomérat chinois. Et puis, on ne sait pas comment ça va évoluer, quoi. Voilà, c'était un super outil qui va disparaître et personne ne parle d'un outil simple en fait, de magasin en ligne pour les petits labels indés. Deezer, c'est pas ça. Spotify, c'est pas ça. Et encore une fois, c'est ça qui nous fait vendre nos disques, quoi, principalement. Alors, c'est 60% les concerts, chez nous en tout cas, mais c'est vraiment le physique. Et quand c'est le numérique, c'est pas les plateformes dont vous parlez depuis tout à l'heure. En fait. Pour nous, c'est pas un enjeu, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Excusez-moi, mais en fait, je trouve incroyable que vous représentiez quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle et que vous ne connaissiez pas Bandcamp, qui est le truc qui est utilisé par tous les labels indés du monde. Et tous Ils n'ont pas artistes. dit qu'ils ne connaissaient pas. Bon, tant mieux alors. Ouais. Vous faites bien d'en parler. Émeric, peut-être.
Non, mais moi, juste pour avoir confirmation, vous me dites que c'est le spectacle qui est majoritaire quand même par rapport au disque. Moi, c'était le constat que je posais. Nous, notre petit label, avant le Covid, nos ventes de disques, c'était 60% à la fin des concerts et 40% avec les magasins indés, les petites distributions indés et Bandcamp, quoi. Voilà. Et en direct avec les gens qui nous commandent via Bandcamp, quoi. Voilà. Mais c'est la vente physique, quoi, qui se fait. Dans tous les cas, c'est à 99%. C'est quasiment à 100% la vente physique qui fait nos revenus, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou on prend d'autres questions? Oui. Mais très, très, très brièvement, ça, deux choses, vous soulevez ce vers quoi on compte aller, qui est l'importance de ne pas que se reposer sur ces plateformes numériques. Si c'est ce combat qu'on veut mener contre cette culture par algorithme, il passe par là aussi, clairement, de un. Et de deux, encore une fois, même si c'est une entreprise, ou enfin en tout cas un acteur financier chinois qui a racheté Bandcamp, on retrouve encore également la mise à mal de l'exception culturelle. Donc c'est l'exception culturelle, encore une fois, c'est-à-dire cette volonté politique de sortir les arts et la culture du champ du marché libre, enfin de la concurrence libre et non faussée, qui est un grand mythe, bien entendu. Et moi, je trouve que cet acteur de la musique indépendante, enfin ce label essentiel à la musique indépendante, il aurait dû faire l'objet d'une interdiction de rachat par un géant et encore plus un géant étranger dans une situation du numérique où on sait que ce qui se passe en Chine pose de sérieuses questions, au-delà des questions des inquiétudes, sur la question des données personnelles. Donc moi je suis assez choqué que cette vente ait pu être validée par l'État, et ce qui prouve juste qu'il y a encore une fois un retrait et un désintérêt. Ah oui, pardon, plus. D'accord. Oui, Bandcamp est américain, ce qui pose d'autres soucis de questionnement, mais néanmoins des adaptabilités, des équivalences publiques de ce genre de label ne me semble pas une mauvaise idée. Yes. Donc il y avait une autre question, d'autres questions? On peut alors à ce moment-là... Si, une autre question? Ouais, Eric, tu avais une question? Ouais. Alors déjà, je voulais remercier Benoît Carrel d'avoir dit qu'il n'avait pas forcément les réponses par rapport à tout à l'heure là sur le GUSO et les conventions collectives, etc. Et féliciter Aymeric pour la dextérité avec laquelle il a esquivé la question. Donc je m'adressais pas forcément aux représentants culture de la ville de Nantes. C'était dans le cas où tu te projetais dans, pourquoi pas, un ministère de la culture sous un gouvernement Roussel. Est-ce que tu étais prêt à trouver des solutions à cette question? Voilà, bon, c'est pas grave. Je vais répondre d'un mot. Il faut faire respecter toutes les conditions collectives, en gagner des nouvelles plus positives aux travailleurs. Voilà mon ambition. Bien. Non, mais au moins, c'est une réponse claire. Alors, pour ce qui concerne le CNM, je le connais plus particulièrement bien puisque je siège dans certaines commissions du CNM. Il y a un gros problème quand même depuis sa création, c'est la baisse de représentativité des organisations salariales, puisqu'il n'y a plus qu'un représentant des salariés dans le conseil d'administration. Donc face à, je sais plus, 50% bien évidemment de représentants de l'État, et puis le reste, c'est des employeurs. Donc il y a un gros problème par rapport à ça. Donc j'espère que, quel que soit le résultat des élections entre vous, bien évidemment, on ne parle pas des absents, j'espère que vous remédierez à ce problème pour que, alors au CNM et dans toutes les institutions, bien évidemment, il y a un gros problème aujourd'hui de représentation paritaire.
dans tous les organismes dans lesquels nous sommes à même de siéger représentant des salariés. Autre problème au CNM et dans d'autres institutions, on ne parle que d'excellence artistique. Alors, bien évidemment, je ne suis pas artiste, je suis technicien, mais bien évidemment, nous avons besoin d'excellence artistique, parce que s'il n'y a pas d'excellence artistique, il n'y a pas de spectacle aussi magnifique que ce qu'on peut voir, et aussi divers. Mais moi, je pense que l'excellence artistique ne peut pas être décorrélée de l'excellence sociale, et que les subventions, les aides, doivent être conditionnées à l'excellence sociale avant d'être conditionnées à l'excellence artistique. C'est-à-dire que l'excellence artistique, c'est un critère complètement subjectif de par la diversité revendiquée des productions culturelles. Chacun trouvera que tel spectacle représente un intérêt particulier et d'autres ne l'aimeront pas du tout. Donc c'est totalement subjectif. En revanche, l'excellence sociale, il n'y a rien de subjectif. Si on respecte les droits des salariés, si on respecte la parité, l'égalité femmes-hommes, la non-discrimination, les salaires payés correctement, le travail rémunéré de la création au moment de répétition, au transport, au voyage, à tous les niveaux jusqu'à la représentation. Ça, c'est de l'excellence sociale, dans la mesure... Parce qu'aujourd'hui, et ça s'est vu encore plus là avec la crise sanitaire, il y a un nombre de professionnels incroyables qui travaillent gratuitement actuellement. C'est-à-dire que là, on écoute les employeurs et on écoute le milieu professionnel en général, on a envie de dire « Ah bah oui, ça y est, c'est reparti, hein, la crise sanitaire, elle est finie, ça travaille, les salles sont ouvertes, les gens travaillent. » Oui, sauf qu'à quel prix ils travaillent? Parce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à travailler pour gagner un salaire, on cherche à travailler pour faire des heures, quand on est intermittent. La carotte, c'est faire des heures pour renouveler... Je vais le dire, c'est un mot que je déteste et qu'il ne faut absolument pas normalement prononcer, mais que tous les intermittents prononcent pour renouveler son statut, qui n'est pas un statut, puisque intermittent, ça n'est ni un métier ni un statut. En tout cas, il faut donc bien évidemment défendre les conditions de travail et le CNM, les autres institutions, normalement doivent avoir ça dans le cahier des charges. Et puis, pour ce qui concerne l'égalité salariale et l'égalité femmes-hommes, moi je pense aussi que... Alors il y a deux choses, il y a la parité, donc le nombre de femmes et d'hommes qui travaillent sur un spectacle, et l'égalité de salaire et l'égalité de conditions de travail, c'est deux choses différentes. Donc la parité peut être effectivement, on peut la faire respecter par les aides soumises à obligation de parité, et en ce qui concerne l'égalité de salaire, c'est juste une question d'application de la loi. Et il y a des organismes normalement de contrôle de tout ça. Il y a l'URSSAF, il y a les inspecteurs du travail, il y a plein de choses. Et il y a aussi normalement, qui a disparu avec les ordonnances Macron et la réforme du Code du travail, les IRP, les instances représentatives du personnel. Anciennement comité d'entreprise, etc., délégués du personnel. Aujourd'hui, c'est regroupé dans le CSE. Il faut recréer des CHSCT de branche. Ça existe dans l'audiovisuel. Ça a permis, on l'a constaté pendant la crise, ça a permis effectivement de minimiser les inégalités entre les femmes et les hommes. À la CGT Spectacle, on revendique la création d'un CHSCT de branche en spectacle vivant, qui serait un outil vraiment très utile pour travailler à cette égalité. Et autre chose, juste pour finir, le NSTS, le nouveau statut de travail salarié, qui est également un projet porté par la CGT depuis un certain nombre d'années et qui permettrait d'apporter des solutions à toutes ces inégalités, puisque c'est, dans le principe global, c'est des droits attachés à la personne du salarié et garantis collectivement, au lieu d'être des droits attachés à l'emploi.
Et par ces biais-là, on peut apporter des solutions à toutes ces inégalités. Je vous demandais de répondre, je vais vous demander un exercice absolument hallucinant, c'est de répondre en quelques mots, parce que si on veut avoir le temps encore d'entendre Morgane et puis passer à la dernière... Et on tient à disposition de tous les candidats une série de 11 propositions. Très bien. Qui s'adressent bien évidemment aux candidats à la présidentielle. Benoît, une réaction très rapide. Ouais. J'ai un petit problème technique, moi, c'est que j'ai 2 fois la même image sur mon écran. Je me vois 2 fois, je ne vous vois plus. Ah, ok. Bon, je sais pas si les techniciens peuvent modifier ça. Ok. J'ai plus l'image de la scène, quoi. Non, j'ai pas vraiment de réaction intelligente à formuler. Merci pour ces informations. En tout cas, il y a certainement beaucoup de choses à faire et à améliorer, et notamment en termes de dialogue et de négociation, de conditions de négociation entre les employeurs et les syndicats et l'État et les pouvoirs publics en général autour de la table. Je ne veux pas répondre sur des points trop précis parce que je ne maîtrise pas assez le sujet. Je suis désolé. Okay. Aymeric. Ça va être très court. Eric a fait une très belle proposition de présentation des propositions de Fabien Roussel sur les nouveaux pouvoirs à donner aux travailleurs. Donc, ça va aller vite. Rien ne s'est gagné dans le pays sans la participation active de toutes les forces vives des organisations professionnelles. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais donc oui, il faut des nouveaux pouvoirs. C'est un des socles du changement. Quelque président que ce soit, sans mobilisation populaire, citoyenne, syndicale, n'arrivera à rien, même s'il le dit très fort et le crie à la télé dans les micros. Donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Oui, pour plus de représentation syndicale et des organisations professionnelles dans le CNM et les autres institutions culturelles. Oui, la conditionnalité des aides est un levier. Oui, les salariés doivent avoir des droits de veto et des nouveaux pouvoirs pour peser dans les choix qui les concernent. Et enfin, on a quand même une illustration avec le CNL quand il a commencé à dire je ne subventionne aucun festival, aucun événement littéraire si les auteurs ne sont pas rémunérés, tout le monde s'est mis à le faire. Donc il y a des effets de levier qu'on peut trouver avec des propositions relativement faciles à mettre en place. Et je remarque qu'il y a des convergences fortes, mais que c'est possible de mettre tout ça en place assez vite finalement. De mon côté, 2 choses très brèves également. Sur la question sociale, c'est quelque chose qui en plus c'est un sujet qui tient vraiment à cœur à Jean-Luc Mélenchon de mettre en place une sécurité sociale professionnelle qui reprend en fait, qui est une proposition directe en effet des syndicats, notamment de la CGT, qu'il a pu, par ailleurs, dont je suis assez fier, qu'il a pu renouveler et réexprimer cette volonté-là à l'issue de son déplacement à l'Odéon quand le théâtre était occupé. Donc sur ce point-là, on est parfaitement d'accord sur cette idée de droits sociaux attachés à la personne et non pas à l'emploi. Et enfin, concernant les centres nationaux, que ce soit de la musique, du cinéma ou tous ces autres organismes-là, nous sommes profondément d'accord qu'il faut par ailleurs refondre leur fonctionnement interne, notamment en donnant une plus grande place, une place qui sort de l'anecdotique telle qu'elle est actuellement aux organisations professionnelles à l'intérieur de ces organes-là, et même que ce sont des sujets qui se passent aussi également dans l'ensemble des structures culturelles, parce que aussi les volontés de révolution citoyenne qu'on a dedans est de... Pour celles que ça concerne, de booter la finance et les mécènes hors des conseils d'administration des institutions culturelles pour les remplacer par des sièges dédiés, encore plus de sièges dédiés aux organisations professionnelles et aux usagères et aux usagers, et que ce sont des choses adaptables et des gouvernances plus démocratiques qui mêlent les travailleurs et les usagers, quelque chose. Il n'y a pas un modèle préconçu qui arrive à composer dans l'ensemble des structures, mais qui peut être étendu à l'ensemble un grand nombre de structures artistiques et culturelles, et que c'est une des manières que nous avons de nous approprier les concepts des droits culturels, par ailleurs, de réfléchir à ces gouvernances mixtes qui passent avant tout par l'excellence sociale, en effet. Merci. Morgane ?